Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. Hello there, televiewers. Thanks for tuning to PRC Television as we carry on with our series of broadcasts for our program, Youth Empowerment. Let's remind you that it's the 60th edition of the National Youth Day celebration in Cameroon, and we, the youths of PRC TV, have a lot in stock for you. In this edition, we would be discussing on the theme, Youth and the Creation of Wealth. This theme is a reflection of the thoughts and vision of a leader who incessantly encourages his youth to be daring, creative, and takers of initiatives. Today, we won't just be understanding what creation of wealth is all about. We would equally be getting ample explanation and life experiences from experts and entrepreneurs making strides in their respective domains. Hello, Alain Patrick Fouda. Hello Sabrina, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Dynamique Jeune consacrée à la thématique Les jeunes et la création des richesses. Une thématique d'actualité qui impose de problématiser fondamentalement les rapports des jeunes à la création des richesses. Pour en parler, nous sommes avec des experts. Je vais commencer par Madame Lisette Claudia Tamin Djambé, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes également directeur général de Africa Processing Company. Bonjour. Bonjour et merci de l'honneur que vous me faites de me donner la parole sur un sujet aussi sensible et aussi sérieux. Et je salue tous mes co-panélistes ainsi que vous qui nous conduisez. Merci. À côté de vous, Théodore Junior Essono Belibi, vous êtes également chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue. Good morning to you and thank you for hosting me in this prestigious venue, and I greet my co-panelists and I wish we have an interesting debate. En face de vous, le professeur Clovis Miamo Wendy, enseignant-chercheur à l'université de Chang, directeur du Centre de recherche en management et économie. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Fouda et merci de m'avoir convié à ce panel. Merci également professeur pour votre présence sur ce plateau. À votre droite, Monsieur Bobo Mamoudou, vous êtes chef de division des études, des projets et de la prospective. Vous représentez ici le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Bienvenue. Merci et bonjour Monsieur Fouda, bonjour à vos téléspectateurs et merci pour l'opportunité que vous donnez au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour participer à ce débat très intéressant par rapport à la jeunesse et à la création de richesses. As earlier mentioned, today we'll be talking about youth and the creation of wealth. But then we have some key words in this theme we would like our guests to break down for us and for our televiewers as well, of course. So I will turn to you, Mr. Bobo Mamoudou. You are in charge of studies, projects, and perspectives at the Ministry of Small and medium-sized enterprises. According to you, what is wealth? What does the word wealth stand for or represent in the theme we've just heard? Merci beaucoup pour cette opportunité encore. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, de répondre à votre préoccupation, c'est important de rappeler que la jeunesse représente plus de 60% de notre population, donc jeunesse de moins de 25 ans. Et la tranche de 18 à 35 ans représente 57% de la population camerounaise actuelle. Donc cela démontre quel est le poids de cette population dans la dynamique de notre développement économique. Et également, nous constatons qu'il y a une bonne percée en matière de création d'entreprises. Au 31 décembre 2025,
Il y a plus de 17 000 entreprises créées au Cameroun et plus de 60% ont été créées par les jeunes qui se situent entre 20 et 40%. Cela démontre l'intérêt que la jeunesse a aujourd'hui en matière non seulement de l'entrepreneuriat, mais l'envie et l'engagement qu'ils ont pour répondre à l'appel du président de la République pour qu'ils participent massivement au développement économique, à la création de la richesse, mais en créant non seulement des emplois pour eux-mêmes, mais des emplois pour les autres. So what is wealth? La richesse. What is wealth according to you if you had to define the word? Bon, la richesse, aujourd'hui, la création de la richesse dénote d'un certain nombre de secteurs d'activité que nous avons. C'est important de comprendre s'il faut créer de la richesse, c'est dans quel secteur nous pouvons nous engager. Et les secteurs à fort potentiel de création de richesse, aujourd'hui au Cameroun, nous pouvons citer l'agriculture, nous pouvons citer l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Nous avons deux success theoristes qui sont dans ces secteurs et qui vont s'exprimer davantage dans ces domaines. Nous avons le secteur de transformation du bois et nous avons tout ce qui est numérique et énergie qui constitue un grand potentiel, un grand creuset de création de richesses pour la jeunesse. And of course, we are going to come to that in the course of our program, talking about promising sectors for young Cameroonians today. And I would equally ask you, Professor Clovis Nyamo Wendy, you are a lecturer at the University of Chang, and you're equally an economist. From your point of view, the word or creation of wealth, what does it represent? What does it stand for? What will you tell your students creation of wealth means? Merci pour cette question. C'est important de le préciser déjà d'entrée de jeu en rapport avec votre question, que l'université est le centre par excellence où les jeunes se retrouvent pour apprendre et aussi pour incuber leurs futurs talents à la création des richesses et à la participation au développement d'une nation. Et la création de richesses, pour nous, c'est d'abord, chaque fois que je m'entretiens avec les étudiants, je leur dis la création de richesses procède d'abord d'un mindset, c'est-à-dire un esprit qui est conduit comme ça à mettre en œuvre une activité qui est poursuivie tout au long d'une carrière pour pouvoir générer de la richesse et participer comme ça au développement de la nation. Alors, de façon concrète, s'il faut rentrer sans faire un cours magistral sur la création de richesses, ce n'est rien d'autre que la valeur ajoutée. C'est-à-dire, depuis les travaux d'Adam Smith sur la richesse des nations, on a toujours eu, avec beaucoup de débats, des questions autour de la valeur ajoutée comme outil, ou plutôt comme indicateur d'évaluation de la richesse. Aujourd'hui, on peut être d'accord ou pas. La valeur ajoutée pour les entreprises, pour les jeunes entrepreneurs, est l'indicateur clé qui leur permet comme ça d'apprécier la différence entre l'existant et ce qu'ils apportent à la création, lors de la création de leur unité de production. So summarily, creating wealth is adding value, Alain Patrick. Effectivement, la création des richesses est une question qui est très importante. Je vais me tourner vers vous. Lisette Claudia Taminjambé, dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir un capitaine d'industrie? Alors, s'il faut parler de la création de richesses en des termes très concrets, pour nous qui sommes au four et au moulin, c'est simplement arriver à créer des gains autour d'une ressource, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit immatérielle. Dans notre cas, c'est très matériel. Alors, en ce qui me concerne, j'en arrive à la création de richesses un peu par mon histoire. Je suis fille d'industriel. Et donc, moi, j'ai grandi dans les machines. C'est mon quotidien. C'est peut-être ce qui a rendu très évident la création de richesses ou alors l'industrialisation de mon pays. Pour moi, c'est un combat que je mène avec mon père depuis longtemps. C'est une aspiration qu'on a partagée, particulièrement dans l'agroalimentaire, parce que nous avons la responsabilité de nourrir notre population et à partir de là, créer de la valeur. Et donc, auprès de mes parents, j'ai appris le métier.
toute petite, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui nous ont mis le pied à l'étrier. Et après les études... Quand vous parlez de métier, concrètement, c'est quoi? Alors, nous transformions à l'époque du lait de vache. On avait une unité à Bamenda, à Sabga précisément, on allait collecter du lait. Et à partir de ce lait-là, on faisait des yaourts qui sont plutôt connus, qui ont été plutôt connus à ce moment-là. On a fait d'autres dérivés, du fromage, du beurre. Et donc, on a appris à le faire auprès des opérateurs à ce moment-là. Et on va dire que le sang suit la veine. Plus tard, après mon propre parcours académique, j'ai eu l'opportunité de travailler en chocolaterie à l'étranger. Et c'est eux qui m'ont formé au métier de la transformation de cacao. Et lorsque je reviens au Cameroun, je travaille avec cette même structure-là ici, dans un premier temps. Et je peux me rendre compte de cette richesse que nous avons, qui est sous-évaluée, sous-exploitée, et qui est très peu consommée. Et je peux faire un parallèle avec toute l'excitation, tout l'engouement que d'autres peuples ont vis-à-vis d'une richesse qui est nôtre. Tout à fait. Donc, ça pour moi, c'était l'objet d'une petite révolte quand on connaît aussi les chiffres. Vous savez très bien que quand on prend les chiffres de 2020, par exemple, les études qui démontraient que le producteur n'avait droit qu'à 6-7% de cette manne-là, et l'industrie se partageait le reste. Donc, on se demande, à cette ère de vulgarisation des savoirs, des savoir-faire, qu'est-ce qui justifie que nous ne soyons pas capables de créer cette richesse-là, de créer cette valeur ajoutée-là? Et on a juste pris notre courage à deux mains. Il faut dire que la démarche nous a pris une dizaine d'années quand même. Ça commence en 2014. Et ce n'est qu'en 2024-2025 qu'on est finalement connu. Mais on a fait du chemin. On a commencé par le marché. Parce que pour produire, il faut savoir vendre. On a importé au Cameroun toutes sortes de produits dérivés de cacao, de chocolat. Et ça nous a permis de bien comprendre nos habitudes de consommation, de bien comprendre aussi qu'est-ce qu'il fallait aller chercher et même d'avoir des marchés à l'étranger, en sorte que lorsque, avec les ressources que nous avons lancé notre première toute petite unité, c'était dans un sous-sol. Nous savions déjà où vendre le peu qu'on produisait et c'est avec notre marché qu'on a pu grandir rapidement et qu'on a pu s'installer. Et donc, vos produits sont distribués sur l'ensemble du territoire national camerounais déjà? Et peut-être aussi ailleurs? Sur l'ensemble, pas encore, mais on est déjà bien présent dans les grandes villes. Notre production aujourd'hui reste majoritairement exportée, parce que nous sommes à la fois en première transformation et nos clients là-bas, ce sont des industries. Et en deuxième transformation, les clients, c'est le consommateur final. Mais notre cœur de métier, finalement, c'est notre marché, c'est notre population. Nous voulons offrir à nos consommateurs des produits de qualité pour toutes les bourses. Donc, c'est là que nos produits d'entrée commencent à 25 francs. Je le dis aussi souvent, nous allons chercher nos clients au berceau, dans des produits pour bébés, parce que nous voulons qu'ils grandissent avec la marque et avec cette culture de consommation de nos propres richesses. Parce que, voyez-vous, oui, c'est bien d'exporter, c'est bien d'exporter ce que nous produisons, mais à la vérité, si nous prenons un marché comme le Nigeria, il est ce qu'il est, parce qu'il consomme pour ce qu'il produit, il représente un marché qui est bien exploité. Donc, nous voulons pour notre marché intérieur le développer. Nous voulons vulgariser la consommation de notre richesse qu'est le cacao et d'autres spéculations sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui et faire en sorte que nous-mêmes, nous serons les premiers à engranger cette richesse et cette valeur que nous ajoutons au cacao. Théodore, dites-nous, parlez-nous de votre expérience, comment vous vous retrouvez dans l'entrepreneuriat et comment se présente aujourd'hui votre entreprise? Thank you once more for the opportunity. Let's say I had a BSc at the Catholic University of Voya, and I also had the privilege to have a scholarship from the U.S. Department of State for the SUSI program, where I did 3 months at the University of California. In California, I discovered the industrial world, the U.S. industrial world. So, and I asked myself, what are the challenges? What can build such a nation? And the return from the professors, which taught me entrepreneurship at the University of California, was industry.
So it's to be noted that I studied civil engineering, precisely civil and hydraulic engineering. But I discovered a passion in the US for industry. I taught a couple of companies in shoes production, beer production, chocolate production, and I discovered the impact these companies had on the nation. They were the wealth creators. And I decided to embark after my journey in the University of California into entrepreneurship. So I started a project in 2017 where I used to grind the spices in my parents' basement, as she just said. She started the house. So I also had the opportunity, because I had a triple scholarship from the U.S. Department of State, and this is with the success of the cooperation between Cameroon and the U.S. government. I had another scholarship for entrepreneurship at the University of Indiana, where I also spent 2 months. I had the opportunity to do an internship. So that was a third scholarship from the Department of State. That was the PT, the Professional Development Experience, where I had the opportunity to work at the Black Chamber of Commerce in Austin, Texas. So there I discovered the opportunities which my sector, the industrial sector, had through. In 2020, we officially launched the company, and here we are today. We have 9 references of products, goes from seasonings to mono spices. We distribute today in 5 regions of the country. We employ directly more than 20 Cameroonians. And this year we had a partnership with the US company for distribution of spices. So we will be transforming spices and distribute them and supplying them to our US partners. So US citizens will have a taste of Cameroonian Spices. yes, spices. So this is the road which my journey is not a very common one, because I switched from an engineering to spices, and as a man, It's a sector where women are top mostly, it. of course. Exactly. So I had all questionings, what a guy is going to do. Going to do in grocery. Exactly. So, but I had a focus, and I had an objective. I had a vision, An ambition. an ambition. Thank you. So, which was fostered through my different opportunities which I had overseas. So I saw an emerging Cameroon, and I wanted to take part in this construction. So I dropped my civil engineering hat to wear the blue one, the industrial hat. So today I can say I am proud of myself with the road we have done. The opportunities are there. As a young Cameroonians, I can tell you, we are in a big, in French we call it chantier. We're in a big construction field. So everybody has to wear his hat, and take a tool and build the Cameroon we want in the future. So let's say that's how my journey started, 2017, and 2026, we are still there. Après cette entrée en matière, nous aimerions parler des mesures incitatives à la création de richesses. Et je vais me tourner vers vous, Monsieur Bobo Mamoudou, de manière très spécifique. Que fait le ministère des PME pour inciter les jeunes à la création de richesses? D'accord. Merci. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a la responsabilité d'élaboration des politiques publiques en matière de promotion et développement des petites et moyennes entreprises, en matière de promotion et développement de l'économie sociale et en matière de promotion et développement de l'artisanat, qui sont les 3 modalités d'entrepreneuriat dans le secteur formel. Et à ce titre, il y a des incitations administratives, il y a des incitations à travers l'accompagnement technique, et il y a des mesures de facilitation d'accès au financement. Concernant les modalités de facilitation administrative, par rapport à la création des entreprises, il y a les centres de formalité de création d'entreprises qui sont logés dans l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, structure technique du ministère en matière d'accompagnement des PME qui facilite
la création. Donc, il y a un guichet unique qui permet à un jeune entrepreneur, s'il veut créer son entreprise, aller directement là-bas et créer facilement son entreprise. Mais préalablement, l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises accompagne ces jeunes à la structuration de son modèle d'entrepreneuriat. Et il y a également le programme national de développement des incubateurs qui accompagne les jeunes en matière de développement de leurs projets. Ici, il faut comprendre, on ne peut pas se lever, aller entreprendre en créant seulement une entreprise. Il faut disposer d'un projet à partir d'une idée, d'une vision. Les deux vous ont expliqué comment ils se sont lancés. Il y a une idée à la base, il y a une vision, mais il faut accompagner ces jeunes à la structuration et à la maturation de cette idée jusqu'à avoir un projet qui aboutit à la mise en place d'une structure à même de créer de la richesse. Et à ce niveau, il y a des incubateurs que le ministère accompagne, que ce soit les incubateurs publics, que ce soit les incubateurs privés. Les incubateurs privés, il y a la facilitation à leur agrément, c'est le ministère qui délivre les agréments. Les incubateurs publics, le ministère a développé un programme d'accompagnement depuis 2015. Il y a tout un accompagnement financier en matière de développement des incubateurs publics dans les universités d'État et dans les grandes écoles. C'est pratiquement plus de 3 milliards qui ont été injectés pour développer ces incubateurs qui créent les juniors entreprises dans les universités, dans les grandes écoles. L'actualité, c'est qu'en 2025, le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises ont eu l'initiative d'accompagner 22 juniors entreprises issues des incubateurs publics qui ont déjà créé leur entreprise, qui ont déjà des activités qui créent des richesses au changement d'échelle de leur entreprise. Il y a un accompagnement en matière de fonds d'amorçage de pratiquement 420 millions qui ont été distribués à ces 22 jeunes pour qu'ils développent leurs entreprises qui sont déjà créées dans des secteurs à fort potentiel de création de richesses, l'agroalimentaire notamment, et le numérique. Donc, il y a ces volets. Il y a également l'accompagnement technique, comme je dis, que le ministère apporte. Il y a des programmes qui ont été développés au niveau du ministère pour accompagner les jeunes, non seulement au développement des compétences entrepreneuriales, parce que l'entrepreneuriat a plusieurs aspects de développement personnel à avoir pour créer de la richesse comme on veut, et pour développer une activité. Il y a des programmes pour développer ses compétences au niveau du ministère. Il y a le ministère, il y a l'agence de promotion qui accompagne en matière de renforcement de ses capacités. Et il y a également des structures qui le font. Maintenant, il y a le volet financier, parce que c'est l'aspect le plus complexe en matière Le nerf de la guerre. en matière d'entrepreneuriat jeune. Ils peuvent avoir des projets, ils peuvent avoir un projet bancable, ils peuvent avoir toute une ambition, tout un engagement pour entreprendre. Mais à la clé, s'il n'y a pas de financement, ils seront butés à développer leur entreprise et créer de la richesse. À ce Ça, niveau, nous allons y revenir. d'accord. Je vais vous relancer sur cette question-là. Professeur, vous avez travaillé sur le terrain avec de nombreux jeunes dans d'autres projets. Dites-nous, est-ce que vous pensez que les jeunes ont des moyens de transformer leurs idées en projets rentables dans notre contexte? Je vais répondre par l'affirmative avant de développer parce que j'ai été agréablement surpris lorsque je suis sorti des amphis pour me projeter sur le terrain en tant que consultant et praticien de la chose entrepreneuriale. Alors, vous rendez compte sur le terrain que les Camerounais sont très ingénieux, ils sont pétris de génie et très vite vous êtes séduit. Vous n'avez plus envie de sortir de là. Pourquoi? Parce que vous retrouvez dans un autre environnement que celui de l'université traditionnelle où les théories ne font pas toujours corps avec la pratique puisque la plupart de ces théories sont importées. Alors vous commencez à broder, vous brodez de fil à aiguille et vous vous rendez compte que cette jeunesse influence vos enseignements, influence vos publications et vous amène comme ça à avoir une nouvelle façon de penser l'enseignement, une nouvelle façon de regarder ce qui se passe à l'université. Et fort heureusement, le chef de l'État a signé un décret qui va dans le sens justement de
l'observation du terrain en ce qui concerne l'entrepreneuriat au niveau universitaire en promulguant la nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Cette nouvelle loi d'orientation consacre comme ça des nouveaux statuts qui sont accordés aux étudiants, ceux d'étudiants entrepreneurs, ceux d'enseignants entrepreneurs, et les décrets d'application en cours de finalisation vont certainement surprendre plus d'un. L'entrepreneuriat tel que pratiqué chez nous sera véritablement l'émanation de nos aspirations profondes, basées sur nos richesses qui devraient être exploitées. Et vous pouvez observer déjà à travers la carte universitaire qui enrichit le paysage camerounais d'une université dans chaque région, à l'exception de la région du centre, qui a 2 universités, avec des spécificités locales qui sont portées vers la dynamisation des richesses que nous avons dans ces terroirs. Et ces terroirs ne peuvent émerger que par une telle approche. Et les étudiants qui participent à ces programmes de formation dans ces différentes universités seront comme ça capacités dans la perspective de relever les défis que l'on rencontre aujourd'hui dans le monde moderne. Ne perdons pas de vue que quand on parle d'entrepreneuriat orienté vers la nouvelle vision qui voudrait que l'université et l'action fassent un, on est bien au cœur du projet du chef de l'État pour les jeunes, notamment à travers le plan triennal en jeunes, oui, qu'on a vu émerger au début des années 2016, qui, comme ça, plante le décor sur la vision du chef de l'État. Et dans son discours d'investiture, lors de son nouveau mandat à la tête de l'État du Cameroun, il a bien précisé que c'est le moment des jeunes. Ça veut dire que, oui, et des femmes aussi, oui. Bon, ben, quand je parle des jeunes comme ça de façon globale, j'inclus les femmes. Mais si vous insistez, c'est les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes. Alors, le chef de l'État, la plus haute autorité de la nation, quand il plante le décor, tout ne peut que suivre et converger vers l'accomplissement des aspirations des jeunes Camerounais qui, en majorité, sont portés vers l'entrepreneuriat. Ils n'attendent que l'accompagnement du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Ils n'attendent que le mentoring et le réseautage des success stories que nous avons sur ce plateau pour faire d'eux véritablement des guerriers qui iront à la conquête de la valeur ajoutée dans notre pays et permettre comme ça à l'État d'atteindre ses missions. En quelques mots, professeur, comment est-ce que vous trouvez la relation qu'il y a entre l'État que représente ici M. Bobo Mamoudou et les jeunes qui veulent entreprendre? Est-ce qu'il y a un bon maillage dans la relation qui permet que les jeunes qui sont des porteurs de projets puissent transformer leurs idées en projets concrets et rentables? Bon, à la vérité, le maillage est en pleine construction. Parce que, vous savez, la plupart des programmes que nous avons développés au Cameroun, je vais prendre ceux des plus récents, le document stratégie pour la croissance et l'emploi, a mis en avant la nécessité de promouvoir le développement du Cameroun par la promotion de l'emploi. Mais de quel emploi s'agissait-il? On a bien observé que pendant cette période, les emplois informels, notamment à travers l'entrepreneuriat informel, l'auto-emploi et autres, ont émergé, ont vu le jour au point d'occuper un peu plus de 70% du potentiel entrepreneurial que nous avons sur le terrain recensé. Alors, il est question pour les institutions en charge d'accompagner l'entrepreneuriat de regarder dans ce vivier un potentiel qui pourrait comme ça permettre de faire un maillage entre les réalités que nous avons sur le terrain et l'ensemble des mesures d'accompagnement qui sont mises en avant. Ce n'est que quand on aura fait ce bon maillage qu'on pourra véritablement observer un entrepreneuriat qui est le reflet de l'ensemble des moyens que le gouvernement déploie pour que notre pays soit véritablement un hub industriel.
Lisette Claudia Tamenjambe, we get over to you. We continue with you to ask you this question. First of all, I'd like to remind our televiewers that this lady is the CEO, that's Chief Executive Officer of the Africa Processing Company, which is currently found in 2 regions. That's the East region in Timako and in the Center region here in Bankomo. And so I would like to ask you, do you think the import substitution policy of the head of state favors the creation of wealth? Alors, en ce qui concerne l'import substitution, notre pays est malheureusement jusqu'ici une société de consommation. Aucun pays ne s'est développé en consommant. Il faut absolument être capable à un moment donné de créer soi-même tout le nécessaire à notre consommation d'une manière, en sorte que nous devenions totalement indépendants en la matière. Il y a une sorte de souveraineté qui doit arriver à s'établir. Cette politique d'import substitution n'est pas juste une politique, c'est un impératif. Et je voudrais dire que bien que les politiques soient définies par l'État, nous faisons partie de ceux qui pensent que la responsabilité de développer un pays incombe aussi, mais surtout au secteur privé. L'État ne viendra jamais faire le métier que doit faire le privé. C'est-à-dire que l'État encadre, l'État accompagne, mais c'est le secteur privé qui doit se lever et qui doit prendre en main un certain nombre d'initiatives, doit pouvoir prendre ses responsabilités pour créer de la richesse. Et donc, créer des produits qui permettent à terme d'équilibrer la balance commerciale. Il faut pouvoir considérer tout ce qui entre. Et d'ailleurs, pour entreprendre, c'est la démarche la plus indiquée. Il faut pouvoir observer ce qui nous l'avons fait, nous le faisons régulièrement dans le cadre de nouvelles usines que nous mettons en place, que nous construisons en ce moment. Nous regardons ce qui se consomme le plus, ce qui s'importe le plus, et nous regardons à quel moment, ou alors comment est-ce que nous sommes capables de créer ces mêmes produits-là à partir de nos propres ressources. Et donc, c'est le seul moyen d'aller vers une véritable autonomie. Et cela doit devenir pour tous les entrepreneurs un leitmotiv de diminuer le taux d'importation en proposant des substituts, mais alors des substituts de qualité. Parce que malheureusement, le Made in Cameroun a souvent péché par la qualité à la fois de sa présentation, mais aussi la qualité du produit en lui-même. Mais c'est des choses qui se corrigent avec la bonne formation, avec la bonne approche. C'est des choses qui se corrigent. Mais nous disons fermement qu'il faut, pour nous qui sommes dans l'action en tant qu'opérateurs économiques, nous devons prendre sur nous d'amener à l'existence ces politiques-là. Au-delà de la théorie, nous qui sommes sur le terrain, nous sommes capables de démontrer que c'est la bonne approche et c'est la bonne façon de faire. I'm still on the domain of import substitution, because we all agree that import substitution will definitely favor the creation of wealth because Cameroonians begin consuming more and more of homemade products. But I would like to ask you, over the years, do you have the impression that there is an evolution or an improvement in terms of creating homemade products, like the quality? You talked about the packaging, first of all, on the quality of the product. Are we improving? Are we making a step forward? Oui, forcément. J'estime que le Cameroun, ne serait-ce qu'au plan économique, est à un tournant de son histoire. Parce que l'éminent professeur Andoua Biolay, dans un décryptage à l'issue des dernières élections, démontrait que le Cameroun est aujourd'hui avec des urgences économiques vis-à-vis, je laisse les économistes nous en parler de long en large, mais en fait cela traduisait, c'est pour ça que j'ai été intéressé par son propos, cela traduisait vraiment une dynamique qui s'impose à nous. Aujourd'hui, les Camerounais sont de plus en plus conscients de l'urgence de se développer. Ils sont de plus en plus regardants, ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs attentes. Mais il est bon que cette exigence-là aille de l'avant en produisant davantage de personnes qui se lèvent pour faire un certain nombre de choses. Mais il faut le dire, il y a beaucoup d'initiatives. Il est vrai que la communication n'est peut-être pas très élaborée en la matière. Mais croyez-moi, je discutais avec un banquier récemment qui me disait qu'il y a beaucoup d'initiatives industrielles qui sont peut-être encore aujourd'hui semi-artisanales, mais qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place, qui se crée
discrètement, mais à un moment donné, on verra l'effet levier apparaître. Oui, on peut répondre aisément qu'il y a une dynamique. La preuve, des gens comme nous, qui ne sont pas les plus forts ni les plus nantis, avons proposé et nous continuons de proposer au gouvernement un modèle d'industrialisation qui est assez simple, qui consiste à investir le minimum possible avec un maximum de résultats sur des produits et des créations originales qui correspondent à notre environnement, à nos habitudes de consommation. On va pousser même un peu plus loin. Et donc, quand on parle aujourd'hui, par exemple, mon copanéliste parlait d'assaisonnement. Aujourd'hui, qu'on soit capable de penser à industrialiser ça, ça démontre qu'il y a une dynamique peut-être latente, mais qui existe et que nous croyons qui se fortifie. Over to you, Mr. Theodore Junior Belibi. I would like to know if you're first of all an entrepreneur, a CEO in the domain of groceries, and from your personal experience, how does one create wealth? For me, trivially, I would say wealth is God's given. It's a capacity which is extinct. But today we are in a situation where creation of wealth becomes an imperative for our country. It's true we are a young nation. If you go to first world countries, industrialized countries, most of the companies found there are 100 years old. We are young companies. We are a young nation. So wealth creation comes from identification of problems. Today, as a young Cameroonian, I see a lot of problems, and who says problems for an entrepreneur says opportunities. So I see a lot of opportunities in Cameroon. It's true we started in the food sector through spices, but in other sectors, we identify them day by day. I think today, as an entrepreneur, what I add to the nation is I help to build the ecosystem, because as a young nation, we don't have this ecosystem for entrepreneurship. We are building that ecosystem, as the professor just said, through incubators, because as an entrepreneur, you don't just need to have the will. It's just like I'll take reference to a footballer. You just don't need to be the best footballer. You need to be trained. You need to be trained into the world you're entering, into the system you're entering. Entrepreneurship, or I will take my domain, industrial world, is a very, very disciplined world. If you just have the passion, you might not make it. You need to be follow up. You need to be assisted, and this is where the correlation between the young generation and the old generation comes into place, because the young Cameroonians need the support of this old generation. I don't agree with those who think, well, it's time just for youth. We need this link. Some elderly people made it, and as a young person, if you don't follow the route, the trace, the path, thank you, which the other generation created, you might not reach your objective. And the aim of entrepreneurship is wealth creation, because wealth is life. When you create wealth, you create healthcare. When you create wealth, you create transport. When you create wealth, you create security. Wealth is the building block for a nation, And the aspiration for all entrepreneurs is to go towards this wealth creation, to better the standard of living of the citizens of the country, because that's the aim of the game. Let's say that. And according to you, how will import substitution favor the creation of wealth in Cameroon? So, import substitution, thank you, is
reducing the dependency of our nation On to foreign- important products. So today, as an industrial, we need import substitution to one, better the quality of our products, because with import substitution, we also learn from the other products. So let's take the example of bread. Today, local flour is added to about between 10 and 20% to the wheat, the flour which is imported. Gradually, we are going to use 100% of our local flour to produce our bread. But we need to learn from From those who are already successful in the domain. exactly. So I'll take the quality, as she just said, of a product, The packaging. the packaging of the product, the parameters, the characteristics of a product. For example, the humidity content of a product. So when you take foreign products, the detailing about all these specific parameters. So we, as local entrepreneurs, we learn from these products, and we create substitutes, and we better our products. So the goal is not to have a Cameroon where we just produce what we just transform what we produce, but to have a better balance. Exactly, a better balance where we take from outside, but we also take mostly from inside the country. Okay, so ladies and gentlemen, right now we are going to be talking growth generating sectors available for youths in Cameroon today. What are some of these promising sectors youths are interested in? And I will turn to Bobo Mamoudou from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, where he's in charge of studies, projects, and perspectives. Over the years, you've been able to assess some of these promising sectors. What are the growth or promising sectors for youths today in Cameroon? Merci. En fait, vous savez, le Cameroun dispose d'un grand potentiel. Quand on analyse les différentes zones agroécologiques du Cameroun, il y a une grande potentialité en matière de développement économique. Il y a des secteurs porteurs de richesses, porteurs d'emplois. J'avais tout à l'heure parlé de l'agriculture, avec à la clé, comme Madame l'avait rappelé, l'agro-industrie et l'agroalimentaire, puisqu'il s'agit de créer de la valeur ajoutée pour créer de la richesse. Il y a le secteur de transformation du bois, il y a le secteur coton, textile, cuir, confection, il y a également le secteur du numérique, de l'énergie renouvelable. En gros, le Cameroun dispose des grandes potentialités pour permettre à la jeunesse d'entreprendre et de créer de la richesse. Donc voilà les différents secteurs à fort potentiel que nous avons. Et le plan intégré d'impôt-substitution que le président de la République a instruit depuis 2024 a identifié un certain nombre de spéculations qui sont des priorités en matière de demande de notre économie. Il y a le riz, il y a les farines locales, il venait d'en parler, pour substituer au blé. Il y a les huiles végétales, il y a également le poisson, il y a le lait. Donc voilà les filières sur lesquelles il y a un grand potentiel en matière de marché, en matière de demande locale. Et il y a tellement de programmes pour encadrer le développement de ces secteurs. And do you have the impression that Cameroonian youth are actually getting interested in these sectors? Bon, les jeunes sont ingénieux, comme il a dit, et je pense que quand vous participez à des foires, à des salons où les jeunes sont appelés à présenter leurs produits, vous êtes émerveillés, vous êtes surpris de l'ingéniosité des jeunes Camerounais qui sont non seulement dans l'innovation, mais qui s'adaptent à la technologie et qui créent même des nouvelles technologies orientées vers la valorisation de la richesse locale. Donc, il y a un grand intérêt à ce développement. Certes, il y a beaucoup d'obstacles, tout à l'heure on va en parler, il y a beaucoup de... L'entrepreneuriat, il l'a dit, c'est pas... On ne va pas se lever et penser que ça va aller de manière linéaire. Il y a tellement de développement personnel qu'il faudra faire, il y a des obstacles qu'il faudra surmonter, mais tout à l'heure on va en parler et on verra quelles sont les perspectives
en matière d'accompagnement pour surmonter ces obstacles. Okay, so Professor Clovis Miamo Wendy, you've been a university lecturer for over the years, and with the experience you have as a lecturer in the higher education sector, do you have the impression that those youths in the higher education sector have interest in these promising sectors for youths today? Bon, permettez-moi d'abord de revenir sur les secteurs qui peuvent être considérés comme des secteurs porteurs pour notre économie. Ces secteurs sont définis dans la SND 30, notamment la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, qui est une étape de la matérialisation de la vision du chef de l'État de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Alors, dans cette stratégie, il est important de relever que des secteurs sont mis en avant comme étant prioritaires pour l'émergence et le développement du Cameroun. Il s'agit notamment de l'agroalimentaire, comme l'a précisé M. Mamoudou. Il s'agit des technologies. Il s'agit du secteur du tourisme, du secteur des autres services. On peut aussi relever, et c'est très important de le dire, le secteur énergétique, parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas entreprendre si on n'a pas de l'énergie. Et aussi avec l'usine de transformation du fer qui a été inaugurée à Kribi par le Premier ministre l'année dernière, on peut aussi comme ça rentrer dans le secteur des matières premières, de la transformation des matières premières. Alors les jeunes sont très excités à l'université quant à leur orientation dans l'une ou l'autre de ces filières. D'ailleurs, à l'université de Tchang, à la faculté de sciences économiques et de gestion, nous avons une filière d'entrepreneuriat qui, comme ça, dès la base, dès la première année, amène les jeunes à réfléchir sur des différentes trajectoires mises en avant par notre stratégie de développement pour, comme ça, pour ceux qui ne sont pas informés, les initier à la base à la vision qui est portée par la nation pour le développement. Ce n'est qu'à ce prix, comme on a pu le constater avec nos success stories de ce plateau, on a pu le constater que c'est à la base qu'on initie généralement l'entrepreneur. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs, il y a encore la possibilité de rattraper cela à travers des filières de formation dès la première année qui sont offertes dans nos institutions universitaires. Et on peut relever comme ça que les étudiants ont un engouement très, très poussé vers l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui justifie, c'est ce qui donne comme ça toute la quintessence, toute l'importance à la loi d'orientation qui fixe le cap vers des universités qui vont former beaucoup plus des entrepreneurs que des étudiants qui vont chercher des emplois. Alors vous voyez, dans un tel écosystème, les étudiants qui ont du talent, les étudiants qui ont un engouement vers l'entrepreneuriat, forcément on est heureux d'être un enseignant, d'être un universitaire, quand on observe cette migration de la philosophie des étudiants vers l'entrepreneuriat, vers la création de la richesse qui va comme ça transformer notre paysage industriel. Donc je mets au défi comme ça les observateurs pessimistes de l'environnement économique camerounais. Avec tout l'accompagnement qui est mis en œuvre, je les mets au défi parce qu'ils seront surpris de constater que les échéances qui ont été fixées pour l'atteinte des différents documents, pour l'atteinte des objectifs des différents documents stratégiques seront plus ou moins atteints avec des nuances qui, bien sûr, peuvent être discutées autour des différents chocs qui ont comme ça perturbé la trajectoire de développement du Cameroun, notamment avec Covid, la guerre en Ukraine et toute autre chose. Donc on ne peut pas s'attendre à une atteinte à 100% des différentes cibles qui ont été définies, mais au moins on peut rester optimiste compte tenu de l'engouement qu'on observe dans nos institutions universitaires, des jeunes qui sont résolument tournés vers l'entrepreneuriat, vers la création des richesses. Alors, je reste optimiste et c'est pour moi un plaisir renouvelé que d'entrer dans des amphis et d'observer cette jeunesse qui est en pleine mutation. Professor Wendy, we equally observe a progression from exclusively theoretical studies to practicals. What can you say about that? Vous savez, on ne peut pas a priori dire
que la transition est en train de se faire vers des enseignements théoriques vers des enseignements pratiques. Parce que vous savez, en principe, nous sommes dans des environnements où beaucoup de choses restent à construire. Et on construit d'abord en théorisant. C'est la raison pour laquelle il est important de nuancer un peu le propos en disant qu'on a besoin autant de théoriciens que de praticiens. Le plus important maintenant, c'est de faire le bon agencement dans nos institutions universitaires. Aujourd'hui, la recherche-action est ce qui est de plus en plus mis en avant parce qu'on ne peut pas avoir en même temps ceux qui réfléchissent pour construire, pour fixer le cap et à qui on demande aussi en même temps d'aller pratiquer. C'est une tâche herculienne, s'il faut le résumer comme ça. Donc, à la réalité, on devrait, dans nos institutions universitaires, conserver une dimension théorique tournée vers les technologies, vers des sciences, de l'ingénieur, qui vont nous permettre comme ça d'être réactifs face à l'émergence de la Chine, à l'émergence des autres nations telles que le Nigeria, qui est notre voisin, et pour lequel, si on ne fait pas attention, notre stratégie d'import-substitution va se retrouver absorbée par ce géant qui, en réalité, va nous refiler l'ensemble de sa production et annihiler comme ça les efforts qui sont entrepris pour l'import-substitution dans notre pays. Donc, en principe, il est question pour nos théoriciens non seulement de mettre sur pied une réflexion nourrie, approfondie, qui va permettre comme ça de structurer notre développement, et les praticiens viendront par la suite récupérer ces théories qui révèlent nos aspirations profondes pour les mettre en pratique, pour que nous soyons véritablement robustes dans l'accomplissement de nos différentes pratiques entrepreneuriales autour de la jeunesse implémentées sur le terrain. Merci, professeur Clovis Miamo-Wendy, pour cette contribution. Mesdames et messieurs, on marque une courte pause et on revient dans un instant. De retour sur le plateau de Dynamique Jeune, nous parlons du sujet les jeunes et la création des richesses. Les jeunes font des choses intéressantes au Cameroun et notre confrère de la rédaction Manfred Likiné a rencontré l'un d'entre eux. Il s'appelle Boris Kwekam et il est spécialiste dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. Il a réussi à faire de ses compétences une success story que je vous propose de regarder dans un instant. On revient juste après ce reportage. As youths in Cameroon prepare to celebrate Youth Day on February 11th, we spotlight a remarkable young role model from Cameroon's capital city, Yaoundé, who inspires change and empowers his community. Meet Boris Landry Kwekam. I'm a UNESCO award winner. I am an AI researcher. And I'm also the general manager of the Central Media Communication Technologies. In 2023, Boris Kwekam founded the Cameroon Artificial Intelligence Policy Institute, an organization determined to help policymakers understand how AI could boost national development. With a population keen for change, Kwekam sees media and technology as vital tools for progress. We assist government in implementing AI policies. We work with startups, researchers doing into artificial intelligence, and then we also organize conferences, seminars, and AI events. With internet penetration reaching over 50% of Cameroon's territory, IAC boss Boris Kwekam believes that engaging youth in technology-driven governance can revitalize public trust. So I believe that we need to showcase proof to elders that youths can still do something in the country. That's the most important message I wanted to portray when I decided to indulge into this entrepreneurial journey. Because most of the times, people used to think that maybe when youths have money, they just travel abroad. When youths have money, they just want to buy cars and all the rest. So the little money that I obtained from my parents, from support, family support,
I was able to launch my newspaper. Kwekham's efforts extend beyond his startup. He actively mentors aspiring entrepreneurs, sharing knowledge about tech innovations and responsible governance. He's multitasking, he's creative, he's dynamic, and he's a source of inspiration for all young entrepreneurs. His journey started at 19 with L'Étudiant newspaper. Today, his personnel payroll has grown to over 15 staff. Today, I left from employing 2 to 3 people 3 years ago, and now we are approximately 15. It's true that we have some interns, but at least today we are able to pay much more than what we were paying 3 years ago. Kwekham understands the challenges faced by many Cameroonians in startup. So I came to realize that, okay, no matter how hard the entrepreneur ecosystem can be, we can still invest and have a way out. However, it hasn't been smooth sailing for the proprietor of IAC Institute. Since 2019 that we started this journey, like officially, we have issues with trust. That was our first area, because at times when youths are handling a project, it's very difficult for seniors, for maybe big companies to trust them. As Cameroon navigates the digital age, young visionaries like Boris Landry Kwekham are vital to fostering innovation and building an equitable future. His journey is a testament to the power of youth in driving change through technology. De retour sur ce plateau après ce reportage que nous venons de regarder, Monsieur Mamoudou, dans le landerneau médiatique camerounais, on a l'habitude de voir des seniors journalistes, des journalistes d'une certaine génération qui sont à l'initiative de projets médiatiques. Mais là, on vient de voir un jeune qui est désormais un leader, on va dire un leader socio-économique, et qui draine derrière lui d'autres jeunes pour les mener dans le cadre de l'autonomisation intellectuelle, mais également socio-économique. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Non, en fait, on ne peut qu'encourager, et nous pensons que c'est des exemples que la jeunesse doit s'inspirer et suivre pour comprendre que dans tout secteur, que ce soit dans le secteur médiatique où il y a une compétition avec, comme vous l'avez rappelé, il y a des personnes expérimentées qui sont là, inscrits, il est venu, il s'insère et il se développe. Et que d'autres secteurs agroalimentaires que madame est en train de percer, donc c'est pour dire que la jeunesse doit foncer, elle ne doit pas avoir peur d'entreprendre. Il y a un potentiel, il y a de l'espace et ils ont quand même quelque chose d'extraordinaire, cette capacité de s'adapter, cette capacité d'innover, cette capacité de développer des nouvelles outils, des nouvelles technologies pour en tout cas accroître leur activité et arracher le marché, que ce soit interne ou au niveau international. Donc nous ne pouvons qu'en réjouir par rapport à la jeunesse camerounaise. Professeur Clovis Miamo-Wendy, j'aimerais vous entendre sur une question. Toujours dans le champ des success stories, le chef de l'État a parlé d'une proportion du budget d'investissement de l'État qui sera consacrée aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Et vous avez travaillé dans un projet d'ouvrage décentralisation et développement local au Cameroun, une analyse de la contribution du PNDP. J'ai lu ce livre. Dans ce livre, on parle de success story en matière de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Est-ce qu'il vous vient une success story à nous raconter? Plusieurs success stories dans le cadre des projets IMO. Il faut déjà le rappeler, vous avez cité un ouvrage qui porte bien sûr la signature du chef de l'État, le président Paul Biya. Il est le préfacier de cet ouvrage. Il est le préfacier de l'ouvrage qui consacre comme ça la vision du chef de l'État qui voudrait que la recherche ne reste pas cantonnée dans les universités, mais qu'elle serve à l'action. Donc, à l'occasion de cet ouvrage, nous avons collaboré à l'université de Tchang et aussi en extension avec les autres universités camerounaises à l'accompagnement du programme national de développement participatif
à la rédaction de son livre bilan sur les 20 années de fonctionnement à la date où l'évaluation s'est faite. Alors, il apparaît clairement dans cet ouvrage que les projets IMO qui ont été implémentés et accompagnés par le Programme national de développement participatif dans la région de l'extrême nord et dans certaines zones du nord Cameroun, mettent comme ça en avant la vision du chef de l'État qui voudrait qu'en lieu et place des projets à haute intensité capitalistique qui ne nous sont pas favorables, étant donné que nous ne sommes pas les principaux détenteurs de capitaux dans le monde, il privilégie plutôt des projets à haute intensité de main-d'œuvre. Et ça vient comme ça résoudre un double problème, c'est-à-dire le problème déjà de l'avantage comparatif que nous avons en termes de population, mais aussi le problème de chômage. Parce que si on se focalise beaucoup plus vers la création des richesses sur la base du capital, cela suppose l'introduction des technologies, de l'IA à outrance, et cela fait aussi émerger le chômage. Alors, la particularité des projets IMO qui ont été implémentés dans la région de l'extrême nord avec l'accompagnement du PNDP reposait sur un triple output. Le premier était la formation, le second était la réalisation d'une épargne à partir des salaires qui étaient versés aux employés qui travaillaient dans ces projets à haute intensité de main-d'œuvre, et le troisième aspect était l'accompagnement aux activités génératrices des revenus. Alors, vous avez comme ça, dans la région de l'extrême nord, j'ai visité le hangar qui a été construit à Marois 1er grâce au projet IMO. Et parlant du genre, vous avez Madame Amina qui, lorsque vous entrez en contact avec elle, elle vous dit que sa vie a été transformée grâce au projet IMO parce que, ayant travaillé pendant des mois dans ce projet, elle a pu comme ça recevoir une formation, réaliser une épargne et se lancer dans la réalisation de son atelier de couture. Aujourd'hui, elle est autonome, elle nourrit sa famille, elle échappe à la pauvreté et aussi, dans une certaine mesure, elle a acquis un certain respect dans sa communauté. Donc, vous voyez le chef de l'État dans sa vision qui est extrêmement profonde lorsqu'il met sur pied ces investissements qui devraient porter sur des projets à haute intensité de main-d'œuvre, redonne comme ça la dignité aux populations qui vivent dans nos terroirs et qui, dans une certaine mesure, entreprennent, pas pour saisir les opportunités comme on peut le célébrer avec certains de nos success stories, mais entreprennent d'abord pour sortir de la pauvreté, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de nécessité. C'est un entrepreneuriat qui vise à leur redonner une certaine dignité. Donc le chef de l'État, dans cette vision, vise à donner de la dignité aux femmes, à donner de la dignité aux jeunes et à donner de la dignité à tous ceux qui constituent les catégories vulnérables que nous avons sur notre territoire. Lisette Claudia Tamé Njambe, je vais vous partager une petite expérience sociale que j'ai eue. J'ai vu des gens me dire que les bâtiments que j'ai constatés dans mon quartier étaient le résultat du cacao. Et dans d'autres quartiers, on m'a montré des bâtiments 4-5 niveaux qui étaient le fruit de l'exploitation et de l'exportation du cacao. Et puis dans la presse, on a pu voir également, pendant toute l'année 2025, beaucoup d'articles, beaucoup de unes qui étaient consacrées au cacao. Alors j'aimerais savoir, le cacao en tant que vivier d'emploi, si j'ose dire, qu'est-ce qui, selon vous, explique ce regain qui est un regain médiatique, mais également qui est un regain socio-économique pour le cacao qui est dans le secteur de l'agro-industrie? Ce que je veux dire vaut pour le cacao, mais vaut également pour la plupart de nos matières premières. Le cacao a la particularité d'être très consommé dans la plupart des marchés étrangers, que ce soit des marchés occidentaux, ou alors des marchés asiatiques aujourd'hui qui s'ouvrent à la consommation du sucré. Il faut savoir que l'accès justement des pays comme la Chine, des pays du Moyen-Orient, alors ces pays-là s'intéressent aujourd'hui à la consommation du cacao. Il est évident, vu leur démographie, on y ajoute à cela l'Inde, il est évident, vu leur démographie, que cela crée
davantage d'intérêt autour de cette ressource qu'est le cacao. Parce que c'est un produit qui est entré dans les habitudes de consommation, qui est demandé. Et il faut noter que le Cameroun a la particularité, avec Madagascar, d'avoir une variété de cacao qui est tout à fait spéciale. Le cacao camerounais est classé aujourd'hui cacao fin. C'est des particularités aromatiques qu'on ne retrouve presque nulle part, qui est propre aussi à nos pratiques agricoles. Et avec ces différents avantages-là, nous avons bénéficié ces dernières années d'un vrai essor dans la filière cacao. Il faut reconnaître que c'est à la faveur aussi de quelques perturbations en Afrique de l'Ouest qui sont le Ghana et la Côte d'Ivoire qui sont les premiers producteurs. Ils ont connu des perturbations dans leur production qui a été favorable à notre économie cacaoyère au Cameroun parce Oui. qu'ici, la filière elle est plutôt libéralisée et donc les cacaoculteurs ont pu bénéficier davantage de la manne. Mais nous disions au moment où cet engouement s'est manifesté, nous disions quand même que cet engouement ne perdurait pas parce que ces perturbations à terme se régleraient et donc l'avenir de la filière n'est pas dans ces fluctuations mais dans la capacité à créer de la vraie valeur ajoutée de ce produit-là. Il fallait déjà que nous-mêmes, nous commencions à le consommer encore plus. C'est pourquoi nous travaillons, vous allez observer que notre société travaille particulièrement en termes de communication et ça a fait un effet boule de neige pour toute la filière. Ces planteurs se sentent aujourd'hui davantage valorisés. Ces mêmes planteurs sont encouragés à transformer, ne serait-ce qu'artisanalement, pour pouvoir arriver plus tard aussi à la petite industrie et finalement à l'industrie. Et donc, tous ces paramètres ensemble ont fait en sorte que le secteur ou alors la filière de cacao connaisse des jours nouveaux. Et nous voulons que cela perdure en nous inscrivant dans la transformation. Nous ne le dirons pas assez. Et aujourd'hui, nous ne transformons qu'à peine 35%, un peu moins 33% de notre production. Le reste part encore en exportation. Rien ne nous empêche de transformer davantage pour sortir le cacao, en tout cas pour la partie qui va sortir, au moins en produit semi-fini. C'est quelque chose que nous pouvons envisager, qui fera en sorte que même si les prix, qui dépendent de facteurs internationaux, même si les prix venaient à fluctuer en notre défaveur, comme c'est le cas en ce moment, nous sommes descendus très bas, nous restions assez constants dans ce que nous gagnons autour du cacao. Une dernière question sur ce point précis. Pour que les jeunes qui vous regardent et qui nous écoutent aient envie de devenir comme vous, est-ce que vous pouvez nous dire que le cacao vous a rendu riche? Oui, il faut le dire simplement, l'industrie rend riche. Et on n'a pas besoin d'en faire un secret ou alors de mettre des tabous autour. L'industrie rend riche. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée, elle est conséquente. Vous pouvez être aujourd'hui capable de faire des calculs par vous-même. Si vous vendez 1 kilo de cacao, je prends une moyenne à 2000 francs, mais que le même kilo, lorsque vous le transformez, vous êtes capable de le vendre en moyenne à 6 000 à 7 000 francs, forcément, vos gains sont exponentiels. Et donc, étant donné qu'on n'a pas la culture industrielle pour le moment, mais ça se construit, on n'a pas une vraie compréhension de ce qu'apporte l'industrie. Mais l'industrie rend riche. Il faut le dire aussi simplement que ça. L'industrie rend riche parce que les marges sont confortables. C'est un secteur, vu qu'il n'est pas connu, peut donner l'impression qu'on vend du vent, que non. Il vous suffit de faire des calculs simples et vous vous rendez bien compte que, écoutez, lorsqu'on inaugurait notre première usine en janvier 2025, nous envisagions déjà faire 2 autres usines. On l'avait annoncé ce jour-là, à l'est et au sud. Nous projetions, si vous retrouvez les reportages de nos interviews, nous projetions à 2028. Mais 10 mois plus tard, on a été capable d'inaugurer une nouvelle usine qui a été construite en 6 mois. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'avec l'industrie, on est capable de dégager
un flocage qui est pertinent et qui peut permettre de réinvestir et d'enrichir. On est passé de 60 employés à 140 employés en moins d'une année. L'industrie est porteur, c'est un vrai vivier pour lutter contre le chômage. Nous avons également fait participer nos universités. Nous avons un partenariat avec l'ENSAI et aujourd'hui on en construit avec Polytechnique où nous recrutons les ingénieurs qui sortent comme opérateurs. Alors, regardez la particularité d'avoir dans vos usines des opérateurs, pour ne pas dire ouvriers, qui sont Bac+5. Pour eux, c'est une vraie joie d'avoir un emploi tout de suite sorti de l'école. Et puis, plusieurs sont partis, lorsqu'on a ouvert la nouvelle usine, sont partis responsables. C'est des promotions qui se sont faites en moins d'1 an. Regardez un peu tout ce potentiel-là qui s'inscrit dans la transformation, dans la création de valeur ajoutée ou de richesse. Lisette Claudia, we just watched a report of a young Cameroonian, a journalist to be more precise, who is currently making strides in the domain of artificial intelligence, which shows us that one could have received studies or gone through studies in a particular domain, but then decides to lay hold of opportunities in other domains. So as a woman in agro-industry, has it been always easy for you there as an entrepreneur? Non, il n'y a rien qui soit facile. Il n'y a rien qui soit facile. Il n'y a aucune construction qui se fait aisément. Cela m'a demandé de sacrifier un peu, quelque part, une partie de ma jeunesse. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais au regard du contexte, j'étais un peu obligé. Il y a des choses simples qu'il faut mettre en perspective. La première des choses, c'est qu'il faut développer de l'assurance. Les jeunes doivent pouvoir développer de l'assurance. C'est vrai, le contexte n'est pas facile, mais l'homme se révèle aussi dans l'adversité. Donc, les jeunes doivent pouvoir développer de l'assurance déjà dans leur identité. On est des Africains, c'est vrai, on est peut-être les derniers de la classe en matière de développement, mais il n'en demeure pas moins qu'on a de la ressource. Les Camerounais sont brillants, on ne le dira jamais assez. Vous le verrez dans tous les secteurs d'activité dans le monde entier. Il faut donc avoir de l'assurance. Peu importe le background, qu'on vienne d'un milieu défavorisé ou pas, on doit pouvoir construire son assurance, son identité, et à partir de là, avoir du courage et de l'ambition. Et puis, il faut mettre en place simplement de la discipline. La discipline, on ne le dira jamais assez, c'est ce qui permet d'arriver à de vrais résultats. Vous pouvez ne pas être particulièrement intelligent. Vous pouvez ne pas être particulièrement compétent au départ, mais si vous travaillez de manière disciplinée, ceux qui me connaissent savent que je fais la même chose depuis que j'ai entrepris, depuis que je travaille. J'ai travaillé aux études, j'ai travaillé après les études, j'ai continué à faire la même chose de 2012 jusqu'à maintenant. Je suis dans le même métier, je n'ai pas changé. J'ai fait faillite une fois, j'ai connu des moments très difficiles, j'ai connu l'endettement, j'ai connu tout ce qu'un entrepreneur peut connaître et nous souhaitons que l'exemple qu'on a permette de raccourcir le chemin aux générations qui suivent. Mais à la fin de la journée, il a fallu rester discipliné, il a fallu être résilient. Que les jeunes entrepreneurs ne se leurrent pas. Le Cameroun a son contexte qui n'est pas très évident, beaucoup de choses se mettent encore en place, mais j'ai observé que dans tous les pays du monde, les entrepreneurs ont les mêmes réalités. On vous dira que c'est 3 à 5 ans pour être stable. Alors que ces pays-là ont des financements, alors que ces pays-là ont des structures bien établies. Non, il faut comprendre que c'est réellement chacun qui doit pouvoir à un moment donné tracer sa voie, qui doit pouvoir se décider, se déterminer à aller jusqu'au bout de son entreprise. Et puis l'échec fait partie intégrante du processus. Il ne faut ni avoir honte. Moi, je me souviens quand je démarrais, j'étais dans un sous-sol avec quelques machines qu'on avait pu acquérir à l'époque. Il y a des banques qui venaient nous visiter. Et moi, je leur racontais les étoiles dans les yeux. On va faire ça, on va faire ça, on va produire ceci, on aura tel produit. Et des fois, les gars, ils me regardaient, ils se disaient, cette dame, elle doit être un peu... Et aujourd'hui, ils me célèbrent. Les mêmes veulent me revoir, veulent reparler, veulent dire qu'ils ont été témoins de l'histoire. Mais à l'époque, ils n'y croyaient pas. Mais il a fallu croire, il a fallu continuer d'y croire. Donc, tous ceux qui vont entreprendre vont forcément passer par des difficultés, que vous soyez femme, que vous soyez homme, peut-être femme un peu plus dans notre contexte, mais peu importe, on aura toujours des difficultés à affronter. Maintenant, il faut mettre de son côté toutes les chances
Et il faut être conscient, et je le dis dans tous mes propos, il faut que la jeunesse soit consciente de ses responsabilités. On est très souvent conscient de ce qu'on attend, on est souvent très peu conscient de ce qu'on doit donner. Le développement de ce pays relève de notre responsabilité et nous devons mettre tout ce qu'il faut, tout ce que nous avons, peu importe que l'on ait le sentiment des fois de ne pas avoir un retour, peu importe ce qu'on peut éprouver, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, oui, on a toutes les raisons de se plaindre et de partir, on a toutes les raisons. Mais on a aussi la possibilité de capitaliser sur le potentiel qui est le nôtre. Parce que, voyez-vous, à l'étranger, ils vous diront, la diaspora vous le dira aisément, il n'y a pas un vrai potentiel de croissance comme chez nous en Afrique. Il faut simplement choisir sa difficulté, parce qu'il y a une difficulté à être dans un environnement où tout est mâché et on va survivre avec un salaire moyen. Comme on a la difficulté de devoir vivre dans cet environnement-ci, mais à un moment donné, de pouvoir réaliser un bond, oui, de devenir riche. So, Theodore Junior Isono, you are equally a CEO in the domain of groceries, a sector that could be considered predominantly managed by females. So how were you able to succeed in the domain? What prompted you to go there? Well, at the genesis, I had a student difficulty. I was unable to cook by myself. This led to me trying different concoctions. In the domain, I discovered that there's a lot of stereotype issues on the female, but if you enter into industry in other countries is mostly led by men. So I decided to take it as a horse battle. I am going to enter into this female sector, and I am going to prove to those who think it's a female sector that a young man can do it, and why not better than women? So, but I would also like to say in my company, we are 70% women. So, women are led by men, but mostly those who... Like behind every strong man, exactly, there is a strong woman. Exactly. So there's a strong female staff in the company, and who can talk better about spices than women. So we use this force, this energy, this creativity that women have in the domain of culinary, and we use as an inspiration in the creation of new products. For example, women know women needs. So we men, the men in the company, we use our strength to boost the company, to hold the women, to embark in this journey with them. We teach them, we bring them our discipline. But globally, there's a very good cooperation between the men and the women. We used to say, like she just said, when people reach the factory and I am presented as the CEO, the people are like, what's the guy doing there? So, and most of the time, I get this feedback, and I prove to them that I've been in the industry for quite a long time, so I know how to cook myself. I taught it through also the different collaborators which we have, because we are also all about innovation. The culinary diversity in our country is huge because we have various ethnic groups, and for each ethnic group it is a particular taste, it's a particular way every person cooks their own dishes. So our products are also there to federate our country as in the culinary world, bring Cameroon, a taste of the whole Cameroon together. And we try and we do it day by day. We foster this culinary exposition of our country also through export of our products. I just said earlier that we are going to start by this year exporting our products to the US. So I would say embarking in this journey as a man, I tend to discover a lot of things
which are female secrets. And possibly maybe in time to come, you'll be able to open a restaurant or become a chef because you're into the grocery sector. Well, those are the drawbacks of our industry. You know, many people expect that. We are deeply into the agro industry with the different challenges which we go through and into the ecosystem which we build. We discover different derivatives of in the agro system which we can embark into. You just said restaurants. Maybe in the next 10 years, we will be the leader. We will be the Cameroonian McDonald's. Those are one of the multiple projects which we have. But well, let's say the future is going to tell us more. And so, televiewers, nothing good comes easy, as you can hear the entrepreneurs on set, especially when we come to entrepreneurship, which requires a lot of courage and resilience. Let's talk about some obstacles to the creation of WOD. Mr. Bobo Mamoudou, what are some obstacles to the creation of WOD or entrepreneurship? Ok, merci. J'aurais aimé, In a sentence, because we're running out of time. j'aurais aimé écouter les gens du terrain pour nous parler des obstacles, mais comme vous avez donné l'opportunité, on va en parler. En fait, comme a rappelé Madame le CEO, l'entrepreneuriat ne se mène pas dans une fleuve tranquille. Surtout dans le contexte camerounais, il y a tellement d'obstacles. Le premier, il y a deux catégories d'obstacles. Nous avons des obstacles endogènes à l'entreprise même, et puis il y a des obstacles exogènes. Obstacles endogènes, il avait commencé à évoquer, il y a la structuration du jeune entrepreneur lui-même et la structuration de son entreprise qui est également jeune. Il y a l'éducation financière également qu'il faudra avoir et que beaucoup de jeunes n'en ont pas, qui confondent le cash flow, le chiffre d'affaires à leur poche et qui rendent difficile la poursuite de l'entreprise. Donc ça, c'est du côté endogène. Maintenant, concernant les obstacles exogènes qui sont en réalité les plus nombreux, dans le secteur agro que les deux exercent, nous avons le tout premier qui est l'accès au foncier. Parce que pour développer une entreprise agro-industrielle, il faut avoir une disponibilité foncière, la facilité d'accès à ces fonciers pour se développer. Il y a également l'énergie, Madame a évoqué. On peut créer une industrie, une petite et moyenne unité industrielle s'il n'y a pas l'énergie. Can you round up because we're getting out of time? Can you round up? Donc, il y a l'accès au financement, qui est le nerf de la guerre. Et puis, il y a beaucoup d'autres obstacles. Mais sauf qu'à côté de ces obstacles, le gouvernement n'est pas resté bras ballants. Il y a tellement des programmes qui ont été développés pour surmonter ces obstacles. En ce qui concerne les obstacles endogènes, je disais en début d'émission, il y a l'agence de promotion des PME qui a dans chaque région des centres d'accompagnement des PME qui permettent de mieux structurer le jeune entrepreneur, de l'accompagner en matière de structuration de son entreprise avec des programmes spécifiques. Oui, mais jusqu'ici, il se trouve que certains jeunes ont l'impression que l'État ne fait pas assez. Pourtant, l'État fait beaucoup de choses. Vous vous souvenez, il y a un document qu'on appelle Instruction générale relative à l'organisation du travail gouvernemental, signé par le chef de l'État. Dans ce document, le chef de l'État dit à quoi sert-il de faire si l'on ne fait pas savoir ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'il n'est pas question d'aller voir pourquoi est-ce que les gens ne savent pas suffisamment, les jeunes précisément ne savent pas suffisamment ce qui est fait pour que cela les incite à entreprendre davantage? En fait, le débat a été mené ces derniers jours au regard de l'actualité avec la haute institution du chef de l'État. Et au niveau du ministère, le ministre a proposé une orientation très claire, la mise en place des guichets d'information dans les collectivités territoriales décentralisées pour qu'on mobilise tout ce qui est mesures d'accompagnement des jeunes, tout ce qui est incitation disponible dans ces guichets pour que les collectivités diffusent auprès des jeunes, sachant que les jeunes sont dans les localités. Donc il y a cette instruction qui est déjà en voie d'implémentation. Il y a également, comme vous dites, la sensibilisation. La symétrie d'information, il faut que les jeunes comprennent également, il y a tout un ministère dédié pour leur accompagnement.
il y a le ministère des petites et moyennes entreprises, il y a le ministère de la jeunesse, mais on a toujours tendance à penser que c'est le ministère de la jeunesse qui les concerne. Au niveau du ministère, on n'a pas toujours assez de visites, mais il y a tellement de choses qui sont développées à ce niveau qu'ils peuvent en bénéficier. C'est entendu. Professeur, selon vous, qu'est-ce qui bloque cette invasion ou alors cette ruée vers l'entrepreneuriat dans notre pays? Dans notre En quelques pays, mots. oui, dans notre pays, en quelques mots. Bon, vous me mettez une camisole, je vais essayer de rester dans cette camisole. Alors, en quelques mots, ce qui bloque l'entrepreneuriat dans notre pays, comme l'a dit M. Mamoudou, nous avons le financement. Bon, vous ne me laissez pas le soin de développer, mais à côté, l'État a quand même mis sur pied la banque des PME qui, tant bien que mal, essaye de remplir ses missions dans un environnement qui est assez particulier. Après, vous avez le cadre institutionnel et réglementaire qui n'est pas toujours adapté aux ambitions des petites et moyennes entreprises. Donc ici, il est question pour nos institutions de définir un cadre institutionnel réglementaire, bien sûr, de manière concertée avec les opérateurs économiques pour que cette réglementation reflète véritablement les attentes des opérateurs économiques. Aussi, les débouchés constituent un maillon très important qui bloque l'essor des entreprises parce que vous pouvez produire, mais si vous n'avez pas un marché où vous allez commercialiser vos produits, vous êtes coincé et on ne le dira jamais assez, le pouvoir d'achat au Cameroun est bas par rapport à ce qu'on peut observer dans la sous-région et cela peut constituer comme ça un obstacle majeur à l'émergence des entreprises. Aussi, le problème des infrastructures. Ces infrastructures sont multidimensionnelles. Vous avez les routes, par exemple, si vous transformez proche de la production sur le plan agricole, il vous faut des routes pour pouvoir écouler votre marchandise sur tout le territoire et si possible à l'international. Et vous voyez le déficit routier que nous avons chez nous en matière de routes agricoles est important et nous devons y accorder une importance si nous voulons lever cet obstacle. Aussi, sur le plan énergétique, c'est un aspect qui a déjà été évoqué dans le cadre de ce panel. Il faut relever le déficit énergétique qui est constaté chez nous. Annoncé beaucoup. Oui, il a annoncé. Des choses dans ce sens. Bien sûr, nous avons le barrage de Natigal qui a été construit dans cette perspective et aussi le barrage de Kikot qui est en cours de maturation en termes de mise en œuvre qui viendra comme ça réduire cette fracture énergétique que nous avons chez nous et permettre aux entrepreneurs de pouvoir se déployer véritablement. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue que nous avons une spécificité chez nous. Quand on parle de développement local et que l'on veuille que notre émergence, que notre développement soit la somme des émergences locales, il est important de relever un autre défi qui est observable dans notre paysage entrepreneurial. La plupart, c'est-à-dire 90% des entreprises, sont pour la plupart installées à Yaoundé et Douala. Donc, quand vous avez besoin de réaliser une activité dans une localité qui n'est pas Yaoundé et Douala, vous avez un problème de main-d'œuvre parce que cette main-d'œuvre de qualité immigre régulièrement vers ces grandes métropoles à la recherche des opportunités. Du coup, dans nos terroirs, plusieurs études relèvent et des constats aussi sur le terrain que l'un des obstacles que nous aurons pour le développement, qui sera la somme des émergences locales, sera le défi de l'entrepreneuriat dans nos différents terroirs liés à la disponibilité des ressources humaines. Et pour cela, il faut véritablement qu'une réflexion soit menée là-dessus pour que l'entrepreneuriat puisse se déployer non seulement à Yaoundé et Douala, mais aussi dans tous nos terroirs. And to those who are in the field, you're the entrepreneurs in the field, what are some of the obstacles to entrepreneurship? Alors, A sentence, because we are running out of oui, je vais me permettre de rebondir sur ce que le professeur vient de dire parce que je ne suis pas d'accord sur deux aspects. Le premier c'est celui qui concerne le financement. On a évoqué la banque des PME. Alors là, non, pas du tout. Ce n'est pas une solution qui marche du tout. Il faut qu'on se le dise clairement. Il y a d'autres choses qui marchent, mais ça ne marche pas du tout. Il faut le dire. Donc. Maintenant, la deuxième chose concernant le financement, qui est un obstacle, non, si on me le prend comme ça, mais je vais vous étonner en disant qu'on n'a pas un réel problème de financement au Cameroun. J'ai entrepris à un moment donné dans un autre pays, en parallèle. Croyez-moi, c'était les mêmes questions concernant l'accès au financement.
Ce qui nous manque, c'est des activités qui soient structurées et qui soient finançables. Moi, je sais aujourd'hui, et je suis bien placé pour le dire, il y a suffisamment de financement qui existe pour accompagner les entrepreneurs. Ce qu'il faut pouvoir faire, c'est amener les entrepreneurs à créer un modèle. Et ce modèle se crée avec des ressources parallèles, que ce soit des ressources propres. Vous devez arriver à créer un modèle qui fasse confiance, que ce soit aux banques ou que ce soit aux investisseurs, pour apporter. Je ne vous dis pas le nombre de propositions de financement qui sont sur notre table depuis l'inauguration de notre première usine que nous avons construite par nous-mêmes. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Et c'est possible de le faire. Mon confrère ici ne me démentira pas. Ça, c'est ce qui concerne le financement. Donc, moi, j'estime qu'on n'a pas un vrai problème de financement. On a un problème de structuration. Et c'est le même problème, et là aussi, je n'étais pas d'accord avec la question du marché. On ne peut pas entreprendre sans avoir de marché. Ça ne fait pas sens. On n'est pas dans l'entrepreneuriat. À ce moment, il faut aller dans un laboratoire pour créer ce qu'on a envie de créer. Ça reste là-bas. Mais si vous dites que vous entreprenez, ça veut dire que vous rencontrez un besoin. Lequel besoin doit être identifié avant même d'entreprendre. I equally want to get the views of Mr. Theodore Isono. You are reacting to what she's saying. What are some of the obstacles to entrepreneurship from your point of view and personal experience in a sentence? So I will be 100% agreeing with what she's saying. I think as an entrepreneur, you have to respect the 3 R's, which is real product, real market, real customers. So if you don't have these 3 R's, you'll be unable to be bankable as a company. So but to answer to your question, we don't have the ecosystem, or we are creating the ecosystem for entrepreneurship in Cameroon. We also have infrastructural problems. We are building a nation, so that's normal, just natural for us not to have this infrastructure. But we are calling on the government to ameliorate and continue the work it's doing in terms of ameliorating the infrastructures of the company. So yeah, I would say both the two, the ecosystem and the infrastructure. Also, I will finish by calling on the government to tighten the communication between the public and private sector, because that's also something which is missing. There's a clear, deep gap between the private sector and the government. So I think we are all fostering a better Cameroon and fostering for development. So we must work together hand by hand, and we shall certainly see better days tomorrow. Ladies and gentlemen, thank you very much for your respective contributions. We have come to the end of our program. During the program, we heard expressions like entrepreneurship that restores dignity, problems are a solution or a source of opportunities for entrepreneurs, and wealth means adding value. And as regards creation of wealth, President Paul Biya calls on youth to be the entrepreneurs of tomorrow, driven by a spirit of innovation, risk-taking and smart decisions. In the course of the program, guests made it clear that the government is investing on projects that will guide youth towards job creation. It is definitely not an easy path, but in it resides the future of tomorrow's leaders. Stay tuned to our series of programs on PRC TV on youth empowerment, and equally follow us on Canal Plus 500 and on our social media platforms. Thank you and see you.